L'expression « crime de guerre » évoque souvent les sombres chapitres du XXe siècle, mais les racines de ces actes brutaux s'enfoncent bien plus profondément dans l'histoire. Bien avant l'existence de lois ou de tribunaux formels définissant les règles de la guerre, des armées s'affrontaient à travers le monde antique dans des conflits qui laissaient des marques dévastatrices sur les vainqueurs comme sur les vaincus. Sans concepts tels que protection des civils ou règles d'engagement, la violence dégénérait souvent en horreur qui résonnait pendant des générations. Le chemin de destruction de l'Empire mongol. L'Empire mongol, sous la direction de Gengis Khan et de ses successeurs, s'est rapidement étendu par le biais de campagnes brutales et hautement organisées. Contrairement à de nombreux empires, les Mongols ont utilisé la peur, l'intimidation et l'extermination de masse comme outils centraux de leur conquête, éradiquant souvent des populations entières pour asseoir leur domination. Le siège de Nishapur en 1221 est l'un des exemples les plus extrêmes de la brutalité mongole. Après la mort du gendre de Gengis Khan à Nishapur, les Mongols ripostèrent avec une férocité sans pareille. Après avoir franchi les défenses de la ville, ils se lancèrent dans une campagne d'extermination totale. Les historiens estiment que près d'1 700 000 personnes furent tuées à Nishapur, bien que certains avancent un chiffre inférieur. Le massacre n'épargna ni les femmes, ni les enfants, ni les personnes âgées. Chaque habitant fut passé au fil de l'épée, tandis que les soldats mongols allaient de maison en maison, éradiquant systématiquement la population. Les Mongols se sont déversés dans la ville et ont attaqué tout être vivant. Ils ont fait couler le sang des hommes comme une rivière, jusqu'à ce que la ville entière ne soit plus qu'un champ de cadavres. De chaque maison, ils ont traîné les habitants pour les massacrer, épargnant ni les jeunes ni les vieux, pas même les femmes et les enfants. Lorsqu'ils eurent fini, ils rassemblèrent les têtes des morts et les empilèrent en pyramide à l'extérieur de la ville, comme un message à quiconque oserait défier les Mongols. Après le massacre, les Mongols prirent l'effrayante décision d'entasser les crânes des morts en immenses pyramides à l'extérieur de la ville. Une sinistre démonstration destinée à avertir les autres villes de ne pas défier leur domination. Cette tactique d'extermination et d'exposition publique des restes visait à décourager toute résistance dans la région, illustrant les terribles conséquences de l'opposition. Le sac de Bagdad en 1258 fut une autre étape brutale de la conquête mongole. À l'époque, Bagdad était un centre florissant de culture, de savoir et de pouvoir islamique. Lorsque les Mongols assiégèrent la ville, ils en franchirent les murs en quelques jours et initièrent un massacre d'une ampleur stupéfiante. Les estimations du nombre de morts varient entre 200 000 et plus d'1 million, les soldats mongols tuant sans retenue, détruisant des maisons, des bibliothèques et des mosquées. La dévastation culturelle fut immense. La maison de la sagesse, la célèbre bibliothèque de Bagdad, fut incendiée, et des œuvres inestimables de littérature, de science et de philosophie furent perdues à jamais. La rivière Tigre aurait coulé noire de l'encre des livres jetés dans ses eaux et rouge du sang des victimes. La perte du patrimoine intellectuel de Bagdad fut aussi grave que celle des vies humaines, jetant une ombre longue sur l'âge d'or islamique. Pour les Mongols, l'extermination de masse était à la fois une stratégie pratique et un outil de terreur. Lorsqu'une ville résistait à leurs demandes, ses habitants étaient souvent entièrement éliminés. Cette approche garantissait que la réputation de brutalité mongole se propage rapidement, dissuadant d'autres villes de résister. En plus de Nishapur et Bagdad, des villes comme Hérat, Merv et Samarcande subirent également des pertes immenses, leur population étant décimée après une résistance infructueuse.
cette tactique ne se limitait pas aux combattants. Civils, figures religieuses et même animaux étaient tués pour créer un vide total, empêchant la reformation de structures sociales ou militaires. L'impact psychologique de tels massacres ne saurait être sous-estimé, car des régions entières vivaient dans la terreur, sachant que la défiance conduirait à une annihilation absolue. Hérat, autrefois une ville prospère, fit les frais de la colère mongole. Après une première conquête en 1221, Hérat se rebella brièvement, ce qui poussa les Mongols à revenir avec une vengeance. Chaque habitant, des roturiers aux nobles, fut exécuté en guise de punition pour la rébellion. Les récits contemporains affirment que le nombre de morts atteignit des centaines de milliers, les corps étant laissés sans sépulture comme un rappel saisissant de la capacité des Mongols à se venger. L'infrastructure de la ville fut démantelée, les récoltes brûlées et les biens restants saisis. Ceux qui échappèrent au massacre furent donc souvent confrontés à la famine ou à l'exposition, étant laissés sans abri ni nourriture, tandis que la ville autrefois florissante fut réduite en ruines. Samarcande et Merv, toutes deux célèbres villes de la route de la soie, riches et culturellement vivantes, ne furent pas épargnées par la terreur mongole. Après que Samarcande eut résisté aux exigences des Mongols, la ville fut prise d'assaut et soumise à un massacre à grande échelle. Chaque homme en âge de porter des armes fut tué, tandis que les femmes et les enfants furent réduits en esclavage. Ce ciblage spécifique des hommes adultes visait à détruire toute force de résistance potentielle à l'avenir. Merv, de la même manière, subit l'un des massacres les plus catastrophiques de l'époque. Les soldats mongols auraient massacré plus de 700 000 personnes à Merv, bien que certaines estimations historiques varient. Les Mongols divisèrent les habitants en groupes, les exécutant méthodiquement. Les survivants furent rares, car la politique de Gengis Khan permettait à peu de gens d'échapper à sa colère s'ils s'opposaient à lui. L'impact cumulatif des politiques d'extermination mongole fut dévastateur à travers l'Asie et le Moyen-Orient. Des populations entières furent déplacées, des villes dépeuplées, et des terres fertiles transformées en déserts. Des régions comme le Khwarezm, qui souffrirent énormément des invasions mongoles, mirent des générations à se remettre, certaines ne retrouvant jamais leur prospérité d'antan. À mesure que les Mongols avançaient, ils laissaient une marque psychologique profonde, les populations locales vivant dans une peur constante. Les récits des massacres se propagèrent largement, parfois exagérés mais souvent ancrés dans une réalité terrifiante, influençant à la fois les dirigeants et les gens ordinaires dans les régions encore à affronter les Mongols. Cet héritage de peur renforça le contrôle mongol, les survivants diffusant des récits d'annihilation, décourageant toute résistance future. Les campagnes brutales de l'Empire romain. L'Empire romain, célèbre pour son organisation, ses innovations et sa puissance militaire, était également tristement réputé pour sa cruauté dans la répression des rébellions et la punition de ses opposants. Les campagnes de Rome en Carthage, en Judée et en Gaule figurent parmi les exemples les plus terrifiants de crimes de guerre antiques, où des tactiques de terre brûlée, des exécutions massives et des destructions systématiques furent employées pour garantir une domination totale. La Troisième Guerre punique, 149 à 146 avant Jésus-Christ, aboutit à l'anéantissement total de Carthage. Après un long siège, les forces romaines percèrent les murs de la ville et ce qui s'ensuivit fut un massacre. Les soldats romains massacrèrent sans distinction les civils carthaginois. Des dizaines de milliers furent tués dans les rues, tandis que d'autres cherchaient refuge dans les temples pour en être traînés et exécutés. À la fin du massacre, les Carthaginois survivants furent réduits en esclavage. Les rapports estiment qu'environ 50 000 hommes, femmes et enfants furent capturés. Les Romains
entreprirent alors de raser la ville, incendiant les bâtiments et démantelant les infrastructures. Pendant des jours, Carthage brûla sous un soleil implacable, sa fumée étant visible à des kilomètres à la ronde. Les récits romains relatent fièrement comment les soldats ont semé du sel dans le sol pour empêcher toute réinstallation future, symbolisant la ruine totale de son peuple et de sa culture. En 70 après Jésus-Christ, lors de la première guerre judéo-romaine, les forces romaines sous le commandement du général Titus assiégèrent Jérusalem. Le siège entraîna une famine généralisée parmi les habitants de la ville, les soldats romains encerclant la ville, coupant les approvisionnements et attendant que la population s'affaiblisse. Les récits décrivent des scènes d'horreur. Des habitants désespérés auraient eu recours au cannibalisme, se nourrissant des morts. Lorsque les forces romaines franchirent finalement les murs de Jérusalem, elles déchaînèrent une vague de massacres. Les soldats tuèrent des milliers de personnes dans le temple et les rues, épargnant ni les femmes, ni les enfants, ni les personnes âgées. L'historien romain Tacite nota que les cadavres étaient empilés si haut que les mouvements devenaient difficiles. Les survivants furent rassemblés et paradés dans les rues avant d'être crucifiés ou vendus comme esclaves. Les récits contemporains suggèrent que plus d'1 million de Juifs périrent lors de ce siège, des milliers d'autres étant réduits en esclavage, tandis que le second temple, l'un des sites les plus sacrés du judaïsme, fut rasé. La campagne de Jules César en Gaule, en 50 avant Jésus-Christ, fut marquée par des exécutions à grande échelle. César lui-même rapporta que, lors de la conquête de la Gaule, plus d'1 million de Gaulois furent tués et 1 autre million réduits en esclavage. La tribu des Helvètes, par exemple, fut presque exterminée lors d'une seule bataille. Ceux qui résistèrent furent massacrés, les prisonniers étant exécutés ou vendus comme esclaves. Lors d'un épisode particulièrement brutal, César assiégea la ville d'Avaricum, un bastion gaulois. Après avoir percé les défenses de la ville, ses soldats eurent carte blanche pour massacrer la population. Les sources romaines affirment que, sur les 40 000 habitants initiaux de la ville, seuls quelques centaines survécurent. Le siège d'Uxellodunum fut tout aussi brutal, César ordonnant de couper les mains des survivants pour avertir ceux qui pourraient envisager de résister. Les Romains étaient connus pour leur traitement impitoyable des prisonniers et des dissidents, notamment pendant et après les révoltes. La crucifixion était une punition privilégiée, utilisée non seulement pour tuer, mais aussi pour humilier publiquement et inspirer la terreur. Après la défaite de la rébellion des esclaves menée par Spartacus en 71 avant Jésus-Christ, environ 6 000 rebelles capturés furent crucifiés le long de la Via Appia, une route majeure de Rome, formant une ligne macabre de corps s'étendant sur des kilomètres. Cette démonstration était un rappel glaçant des conséquences de toute défiance envers Rome. Dans les provinces, les gouverneurs romains utilisaient souvent la crucifixion, l'écorchement et le bûcher pour soumettre les populations locales. Des villages entiers étaient parfois exécutés pour dissuader de futures rébellions, les survivants étant forcés de regarder leurs proches torturés et tués. Cette cruauté calculée assurait la domination de Rome en propageant la terreur dans les régions sous son contrôle. Lors de son conflit avec Cléopâtre et Marc-Antoine, Octavien, futur empereur Auguste, prit pour cible Alexandrie, la ville la plus vibrante et prospère d'Égypte. Après la prise de contrôle par les forces d'Octavien, Alexandrie subit des pillages et des destructions à grande échelle. Des civils furent tués et des artefacts, ainsi que des manuscrits inestimables de la grande bibliothèque d'Alexandrie, furent détruits ou volés. Bien que le nombre total de morts reste inconnu,
la perte culturelle et intellectuelle fut immense, Alexandrie étant l'un des plus grands centres d'apprentissage du monde antique. En 60 à 61, après Jésus-Christ, les Bretons, sous la direction de la reine Boudica, se rebellèrent contre l'occupation romaine. Les Romains réagirent avec une force écrasante, entraînant l'une des répressions les plus sanglantes de l'histoire de la Grande-Bretagne. Après une série de batailles, les Romains acculèrent les forces de Boudica et les massacrèrent. Les soldats romains traversèrent ensuite méthodiquement les terres bretonnes, incendiant des villages, exécutant des chefs locaux et réduisant en esclavage les survivants. Le bilan final fut dévastateur, avec des estimations suggérant que plus de 80 000 Bretons périrent lors de la rébellion et de ses suites. Au-delà de la destruction physique de Carthage, Rome poursuivit des politiques visant à effacer la culture carthaginoise. Dans les années suivant les guerres puniques, les langues, coutumes et pratiques religieuses carthaginoises furent réprimées. Les bibliothèques furent détruites, les artefacts religieux profanés et tout vestige de la société carthaginoise fut effacé de l'histoire. Cette politique s'étendit non seulement à Carthage, mais également à d'autres villes phéniciennes, où les Romains cherchèrent à effacer la mémoire d'une civilisation autrefois grande. La révolte de Bar Kokhba fut l'une des dernières rébellions juives contre la domination romaine. En réponse, l'empereur Hadrien ordonna une répression brutale. Des villes entières furent décimées et des centaines de milliers de Juifs furent tués. La province fut rebaptisée Syrie-Palestine, dans une tentative d'effacer les liens juifs avec la région. Les survivants furent déportés ou réduits en esclavage, tandis que les pratiques religieuses juives furent interdites et les sites culturels profanés. La destruction fut si complète que la présence juive dans la région fut considérablement réduite pendant des siècles. Les politiques de terre brûlée de Rome et son traitement brutal des peuples conquis furent systématiques et dévastateurs. Des civilisations entières, des Carthaginois aux Gaulois, furent subjugés ou effacés pour cimenter la domination romaine. La campagne de réunification impitoyable de Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, premier empereur d'une Chine unifiée, régna d'une main de fer, convaincu que seul un contrôle absolu pouvait assurer une unité durable. Ses campagnes et ses politiques furent marquées par un mépris brutal pour la dissidence, la liberté intellectuelle et les droits individuels. Dans sa quête pour consolider le pouvoir, Qin Shi Huang mit en œuvre des politiques de répression massive, allant des conquêtes militaires aux purges idéologiques, laissant un héritage défini par la terreur et l'obéissance. Qin Shi Huang débuta son règne par une féroce campagne contre les États rivaux pendant la période des royaumes combattants. Son armée, d'une discipline sans égale, sous la direction de généraux tels que Bai Qi et Wang Jian, mena des campagnes qui laissèrent souvent des villes entières dépeuplées. Après une bataille décisive en 260 avant Jésus-Christ, Bai Qi ordonna le massacre de plus de 400 000 prisonniers de l'État de Zhao. Les soldats capturés furent enterrés vivants ou exécutés en masse, une tactique destinée à garantir une soumission absolue et à décourager toute résistance des autres États. Les forces de Qin Shi Huang furent tout aussi impitoyables envers les civils. Dans les régions qui résistaient, les villages et les villes étaient incendiés et les survivants déplacés. Des communautés entières furent souvent déracinées et forcées de se réinstaller dans des territoires contrôlés par Qin, où elles pouvaient être surveillées de près. Ces campagnes laissèrent derrière elles une traînée de destruction. Mais elles furent efficaces pour éliminer l'opposition, ouvrant la voie à un empire chinois unifié sous la domination des Qin. En 213 avant Jésus-Christ,
Qin Shi Huang initia l'une des purges intellectuelles les plus infâmes de l'histoire. Préoccupé par l'influence des érudits critiquant son règne et promouvant la pensée indépendante, l'empereur décréta la destruction des textes ne conformant pas à son idéologie. Des œuvres de philosophie, d'histoire et de poésie furent collectées et détruites, effaçant une grande partie du patrimoine intellectuel de la Chine dans l'un des premiers actes enregistrés de censure d'État. L'année suivante, en 212 avant Jésus-Christ, Qin Shi Huang intensifia sa campagne contre les intellectuels en ordonnant l'exécution de plus de 460 érudits opposés à ses politiques. Ces érudits, principalement confucianistes, furent, selon les récits, enterrés vivants ou exécutés publiquement. Cet événement, connu sous le nom de l'enterrement des lettrés, servit d'avertissement glaçant contre toute dissidence. La suppression de la connaissance et de la liberté intellectuelle sous Qin Shi Huang visait à faire taire l'opposition et à instaurer une loyauté absolue à l'État, imposant une conformité culturelle qui perdura bien après son règne. Le règne de Qin Shi Huang fut marqué par un code juridique strict appliquant des punitions sévères pour des infractions mineures. Les sanctions incluaient la mutilation, les travaux forcés et l'exécution. Le système judiciaire de l'empereur reposait sur le principe de la punition collective. Si une personne enfreignait la loi, des familles entières ou des villages pouvaient être exécutés ou exilés. Cette politique répandit la terreur dans tout l'Empire, les citoyens vivant dans la crainte constante d'être punis non seulement pour leurs propres actions, mais aussi pour celles de leurs proches ou voisins. L'un des exemples les plus tristement célèbres des mesures punitives des Qian fut le traitement réservé à ceux qui échouaient à construire la Grande Muraille de Chine. Des milliers de travailleurs, dont beaucoup étaient des criminels condamnés, furent forcés de travailler dans des conditions extrêmes. Ceux qui résistaient ou ne respectaient pas les quotas étaient exécutés ou enterrés dans la muraille elle-même. Ces mesures brutales contribuèrent à la construction de la muraille, mais à un coût humain énorme, avec environ 400 000 ouvriers périssant au cours du processus. Pour consolider son emprise sur l'Empire, Qin Shi Huang mit en œuvre une politique de déplacement forcé. L'empereur relocalisa des milliers de familles, en particulier des régions conquises, dans la capitale de Qin à Xianyang, où elles furent placées sous surveillance étroite. Les nobles et les familles influentes furent éloignés de leur terre natale pour prévenir les soulèvements, et leurs richesses furent souvent confisquées.